Les origines de la médecine légale, cette science la plus importante en criminalistique, remontent à des siècles. En Chine, dès 1248, il y avait un traité qui parlait de l'utilisation des connaissances médicales dans les enquêtes sur les crimes. Il expliquait notamment comment le cadavre devait être examiné afin de déterminer s'il s'agissait d'une mort naturelle ou violente. De plus, diverses subtilités ont été décrites, avec lesquelles il est facile de savoir si une personne a été jetée dans l'eau encore vivante ou déjà morte, brûlée ou si le tueur voulait détruire les traces de son crime par un incendie criminel. Mais c'est la Chine. En Europe à cette époque, l'autopsie des cadavres était totalement interdite. Les canons religieux ont condamné le démembrement du corps même après la mort, le considérant comme un temple, un récipient de l'Esprit Saint, où le couteau de l'anatomiste n'a pas sa place. La médecine n'est officiellement devenue l'une des matières étudiées dans les universités qu'au XIIe siècle. Les médecins ont à plusieurs reprises fait appel aux autorités spirituelles pour obtenir la permission d'autopsie anatomique, mais ce n'est qu'en 1315 que Mondino de Lusi, fils d'un apothicaire de Bologne, se présenta pour la première fois avec un scalpel dans les mains sur la table anatomique. Son livre sur la structure du corps humain, qui ne contenait que 69 pages, est devenu le principal guide pour de nombreuses générations de médecins. Il a fallu encore 2 siècles, jusqu'à ce que dans certains établissements d'enseignement en Europe, les théâtres anatomiques ont commencé à être utilisés pour les cours. Cependant, le plus souvent, l'enseignement n'était dispensé que sous la forme de conférences. La description complète de la structure du corps humain est apparue grâce au réformateur d'anatomie André Vézal seulement à la Renaissance. L'utilisation de l'anatomie dans les procès n'était pas hors de question. Ce n'est qu'en 1504 que le Code de procédure pénale de Bamberg a recommandé d'inviter un médecin à engager des poursuites pour coups et blessures et meurtres d'enfants. Bien qu'il n'y ait pas encore eu de mots sur l'autopsie des cadavres dans les cas de suspicion de meurtre. Le temps passait et la nécessité d'étudier la structure du corps humain pour le bénéfice de la même médecine devenait de plus en plus évidente. Ce n'est qu'au XVIIe et XVIIIe siècle que Morgagni en Italie a commencé à ouvrir les cadavres des morts. C'est lui qui est considéré comme l'ancêtre d'une nouvelle branche de la médecine, la pathologie. Mais son apogée était déjà au milieu du XIXe siècle. Peu à peu, les changements dans le corps humain causés par la mort violente ont commencé à être étudiés. Le sort des médecins qui travaillaient dans ce domaine était peu enviable. Ils étaient appelés bouchers et ils étaient considérés comme des représentants de la science de second ordre, servantes de criminels et de pauvres. De plus, ils ont été empêchés par tous les moyens d'aider la police à résoudre les crimes. Les conditions de travail des médecins, qui ont dû procéder à des autopsies des personnes tuées, étaient terrifiantes. Néanmoins, ce sont eux qui ont créé les premiers livres scientifiques sur la théorie et la pratique de la médecine légale. La médecine légale moderne s'est formée, grâce aux travaux conjoints des médecins et des criminologues, seulement dans la seconde moitié du XIXe siècle, et les pathologistes deviennent de plus en plus participants au procès. Et parfois, ils ont eu le bonheur de sauver des innocents d'une punition imméritée. Parfois, il est difficile d'identifier les personnes vivantes, et même sur le cadavre, s'il est démembré et gravement endommagé, et il n'y a rien à dire. Surtout si l'on considère que le délinquant fait tout son possible pour rendre difficile, voire impossible, l'identification. Par conséquent, il ne faut pas s'étonner que des erreurs judiciaires se soient produites souvent en raison de déclarations incorrectes de témoins. Ainsi, une fois sur les rives de la rivière trouvait un sac défiguré au-delà de la reconnaissance du corps de la femme, qui est mort, comme indiqué par le rapport du médecin légiste, de plusieurs coups de hache sur la tête. Des témoins ont dit avoir vu la victime à bord d'une barge près de la côte alors qu'elle expliquait quelque chose à un homme. Le portrait verbal du suspect a été assez facilement identifié. Dans la police, il a confirmé qu'il avait vraiment cohabité avec la victime pendant un certain temps, et la conversation sur des tons élevés a eu lieu. Selon lui, elle est soudainement, sans le mettre au courant, quelque part étalée. Comme il n'avait aucun alibi, malgré toutes ses assurances de non-implication dans le meurtre, il a quand même été inculpé. Heureusement, une enquête plus approfondie a permis d'établir que son ex-compagne était en bonne santé et vivait à 150 km de l'endroit où le cadavre a été découvert. Et comme les témoins, et le suspect lui-même, ont été choqués à la vue d'un cadavre terriblement défiguré, il n'est pas surprenant qu'il se soit trompé. Plus tard, il a été révélé que le corps trouvé dans le sac appartenait à une femme que son mari avait tuée par jalousie. En 1903, dans les environs de Great Wyrley, comté de Staffordshire, a commencé à manier un inhabituel Jacques l'Éventreur qui, contrairement à son prédécesseur, s'est faufilé dans les stalles et a brutalement déchiré le ventre des animaux qui s'y trouvaient. Il envoyait à la police des lettres loufoques, suggérant de l'attraper. Il a promis de tester son couteau tranchant sur les petites filles qui vivent à proximité. À cette époque, le recteur de l'église de Great Wyrley était un certain Chapourgi et d'Algy. Il était d'origine persane et les Britanniques étaient généralement très méfiants envers les étrangers. Les villageois n'aimaient pas son fils, l'avocat Georges d'Algy, un petit homme nerveux avec des yeux sur le rouleau. C'est là qu'il a été soupçonné de viles atrocités.
La police a fouillé sa chambre et a trouvé des rasoirs et des bottes souillées de boue. Après avoir pris pour examen une partie de ses vêtements, les ministres de la loi ont mis tout cela avec la peau de l'animal tué. Par conséquent, il n'est pas surprenant que lors d'un examen plus approfondi, la laine de cheval ait été trouvée sur les vêtements. Sur la base de ces preuves, il a été condamné à 7 ans de travaux forcés. À la recherche de la vérité, il s'est tourné vers le célèbre écrivain Arthur Conan Doyle, qui a été à plusieurs reprises expert dans divers procès. L'écrivain a rencontré la victime et, étant un bon médecin, a immédiatement attiré l'attention sur ses yeux. Il s'est rendu compte qu'une personne souffrant d'une telle forte myopie ne pouvait pas voir dans l'obscurité des locaux des animaux, et encore moins les démembrer si habilement, comme le faisait le criminel. Après avoir reçu l'avis de Conan Doyle, le ministère de l'Intérieur a déclaré Edalji non coupable de mutilation commise sur des animaux. L'honneur de l'homme, grâce à la reconnaissance des arguments du médecin légiste, a été sauvé. Mais il faut dire qu'à ce moment-là, grâce à l'acclamée affaire Gouffé, les juges ont commencé à écouter l'opinion des médecins. Dans la soirée du 26 juillet 1889, la police a été informée de la disparition d'un veuf de 49 ans, amoureux des femmes, l'huissier Toussaint Augustin Gouffé. Une enquête a été ouverte, menée par le chef de la police criminelle parisienne, Goron lui-même. De l'interrogatoire de la concierge, il s'est avéré que le soir de la disparition de Gouffé, elle a vu un homme ouvrir la porte de son bureau avec une clé et y rester un certain temps. La version selon laquelle l'huissier de justice s'est promené avec l'une des dames des Champs-Élysées n'a pas résisté aux critiques, car cela fait déjà assez de temps depuis sa disparition. Il ne pouvait pas se cacher des créanciers, car sa situation financière ne faisait aucun doute. Ses signes étaient envoyés partout où il aurait pu se trouver, mince, élégamment habillé, mesurant 1,75 m, longs cheveux bruns foncés et barbe rectangulaire bien entretenue. Goron ordonna à ses subordonnés de parcourir tous les journaux, y compris les feuillets provinciaux, pour déterminer si des cadavres non identifiés avaient été déclarés. Le lendemain, un message est apparu sur son bureau, non loin de Lyon, sur les rives du Rhône, près du village de Millery, un cadavre avait été trouvé dans un sac. Cependant, un message des pathologistes locaux arriva bientôt. Le défunt ne correspondait pas à la description de Gouffé, car il était plus petit et portait une barbe et une moustache noire. Mais Goron connaissait beaucoup d'entre eux et ne croyait pas vraiment à cette conclusion. Quelque temps plus tard, un autre message arriva de Santa Génie-Laval, annonçant qu'un paysan, alors qu'il ramassait des escargots sur les rives du Rhône, avait découvert les restes d'une valise en bois, d'où émanait une odeur caractéristique de cadavre. La police locale pensa qu'il pouvait s'agir du mort de Millery et l'envoya à Lyon. Lors de l'examen de la valise, 2 étiquettes de bagages ferroviaires furent trouvées sur le couvercle, indiquant qu'elle avait été expédiée de Paris à Lyon par exprès le 27 juillet 1888. Le dernier chiffre était indéchiffrable, mais ressemblait à un 8. Un autre détail très important devint rapidement clair. Une clé adaptée à la valise cassée fut retrouvée dans un sac à côté du corps. Le brigadier Sud et Landry, le beau-frère de l'homme assassiné, furent envoyés pour identifier le corps. C'était une chaude journée d'été, et une puanteur épouvantable émanait de la morgue d'une péniche amarrée au quai. Un gardien sale les conduisit dans la cale, où plusieurs cadavres gisaient à même le sol. Landry, écœuré par la puanteur des cadavres, courut presque aussitôt à l'air libre, déclarant qu'il ne s'agissait pas de Gouffé. Sud resta un moment dans la pièce pour constater par lui-même que la moustache et les cheveux du défunt sont noirs. Tout indiquait que l'enquête avait une fois de plus fait fausse route. Bientôt, cette conclusion fut confirmée par un nouveau message en provenance de Lyon. La valise fut identifiée par un chauffeur de taxi qui avait conduit un groupe de 3 personnes sur les rives du Rhône, près de Millery, le 6 juillet. Il retournait à la gare sans ce qui lui semblait être leur lourd bagage. Il identifia également ses passagers grâce à des photographies. Il s'avéra que le 9, ils avaient tous été arrêtés pour suspicion de meurtre avec intention de vol. Après avoir recueilli ce témoignage, le corps de l'inconnu fut inhumé au cimetière communal. Le trio suspect nia obstinément toute implication dans l'affaire de la valise ou du défunt. Mais Goron était toujours tourmenté par le doute et reprit ses recherches sur Gouffé. La presse l'encouragea également, car la longue enquête dans les journaux prenait bien plus de place que le succès triomphal de l'exposition universelle de Paris. Bientôt, l'un des informateurs parvint à découvrir que le 25 juillet, Gouffé avait été aperçu dans un pub parisien en compagnie d'un homme d'affaires de mauvaise réputation, Michel Hérault, qui disparut en même temps que son interlocuteur. Cependant, la recherche d'un nouveau suspect resta également vaine. Octobre était déjà passé, et on ignorait tout du sort de l'huissier disparu. Sous la pression de la presse, Goron décida d'examiner de plus près la valise qu'il avait trouvée, car un bagage aussi inhabituel ne pouvait manquer d'attirer l'attention. De plus, il avait encore en main le reçu des bagages, selon lequel le préposé à la réception des bagages avait eu quelques difficultés à déterminer l'année d'expédition de la cargaison. Il quitta Paris le jour de la disparition de Gouffé, le 27 juillet 1889. Naturellement,
La question se posait. Comment un chauffeur de taxi avait-il pu transporter une valise le 6 juillet? La date exacte de réception des bagages ne faisait aucun doute. Le cocher mentait-il? Interrogé à nouveau, il s'avéra qu'il appartenait à cette tribu de fanfarons qui, pour se distinguer, inventaient toutes sortes de fables sur eux-mêmes. Et il identifiait ses passagers afin d'apaiser la police. Indigné par l'enquête honteusement frivole menée par la police lyonnaise, Goron proposa l'exhumation du corps. L'autorisation ne fut accordée que le 12 novembre. L'autopsie fut confiée au professeur Alexandre Lacassagne, chef du département de médecine légale de l'Université de Lyon. Médecin militaire en Algérie, il avait souvent traité divers crimes commis par des soldats et s'intéressait à l'application de la médecine légale, estimant que c'était là que de nouvelles perspectives s'offraient aux criminologues. Il publia même un ouvrage en 1878, Essai de médecine légale. Il développait également des méthodes permettant d'établir l'heure exacte du décès en se basant sur l'apparition de la rigidité cadavérique et de taches cadavériques. Le choix d'un expert était donc tout à fait logique. L'examen du corps dura 11 longs jours. En réalité, la première autopsie fut pratiquée de manière si grossière et peu professionnelle que le crâne et la cage thoracique du défunt furent brisés, de nombreux os furent complètement perdus et le corps fut profondément endommagé par le temps. Surmontant sa colère, Lacassagne entreprit néanmoins un deuxième examen. À cette époque, les pathologistes ne connaissaient pas encore les gants en caoutchouc et étaient contraints de tout faire à main nue. La première chose que fit Lacassagne fut de séparer les restes de chair des os restants. Ses étudiants s'étaient déjà penchés sur la question de la taille du défunt à partir de son squelette et avaient même créé des tables spéciales, mais il ne s'agissait là que de fragments isolés. Néanmoins, après un travail minutieux, il fut possible de déterminer avec une certaine précision la longueur du corps 1785 mètres. L'écart avec les données anthropologiques de Gouffé semble minime, mais tout de même. Pour ne laisser aucun doute, Goron a immédiatement appelé le département militaire de Paris, où les informations qui l'intéressaient devaient être stockées. Et pour cause. La réponse reçue bientôt disait que pendant son service militaire, Gouffé mesurait exactement 1,785 mètres. D'autres détails ont été révélés par les restes du défunt. La jambe droite du défunt présentait des modifications liées à un affaiblissement musculaire, probablement dû à la tuberculose, et l'état de l'articulation du genou indiquait des processus inflammatoires répétés. Tout cela pouvait entraîner une légère boiterie. La fille de Gouffé, le médecin qui l'avait soigné et le cordonnier ont confirmé qu'il boitait effectivement légèrement en marchant. L'âge de l'homme assassiné fut également déterminé par l'usure de ses dents. Au lieu des 45 ans précédemment indiqués, le rapport mentionna 50 ans, ce qui correspondait davantage aux données personnelles de Gouffé. Le mode de meurtre devint également évident. L'examen du cartilage laryngé de la victime révéla que la mort avait été causée par strangulation, non pas par une corde, mais par les mains. Ce qui surprit le plus la police fut que l'expert détermina également la couleur des cheveux de l'homme assassiné qui, après un lavage minutieux, se révélèrent châtains. De plus, la mesure au microscope de l'épaisseur des cheveux du cadavre et de ceux retrouvés sur la brosse à peigne de Gouffé concordaient. Tous les doutes se sont dissipés. Après avoir terminé ses recherches, le professeur Lacassagne a rapporté avec une certaine théâtralité au chef Suret « Je vous donne monsieur Gouffé ». Le flair de Goron et le professionnalisme de Lacassagne ont permis de donner son nom au cadavre. Le cadavre est identifié, c'était Gouffé. Ces titres ont été accueillis par les journaux de son retour à Paris. Il restait à trouver le tueur. La preuve la plus importante lors de la recherche du tueur était une valise en bois inhabituelle dans laquelle le cadavre a été emmené. Sur décision de la police, il a été restauré et exposé à la morgue pour le public. Le battage médiatique des journaux, l'identification du cadavre de Gouffé et la curiosité habituelle ont conduit au fait que près de 25 000 Parisiens ont visité ce lieu pas trop agréable. Au cours des 3 premiers jours, il est devenu évident que la valise avait été fabriquée en Angleterre. Ses clients ont également été retrouvés. Un couple français parti dans une direction inconnue le 28 juin. Goron a également reçu une description verbale de ce couple. Il s'est avéré qu'il s'agissait déjà de Michel Hérault et de sa compagne Gabrielle Bompard. Hérault a longtemps été connu comme un trompeur et un aventurier. Malgré le fait qu'il avait déjà 56 ans et qu'il ne se distinguait pas du tout par son attrait, il était considéré comme un heartbreaker. Après avoir parcouru presque toute l'Europe et même l'Amérique, il ne s'est pas attardé longtemps. Après avoir organisé une entreprise d'alcool en 1889, Michel se déclara bientôt en faillite. La deuxième entreprise qu'il a créée s'est également retrouvée au bord de la ruine. Avec l'aide de Gouffé, impliqué dans l'analyse des faillites, il espérait obtenir une certaine somme d'argent pour sortir d'une manière ou d'une autre. Mais on lui refusa un prêt et il décida de tuer l'huissier pour obtenir les clés de son coffre-fort qui, comme il le découvrit, était loin d'être vide. Il confia ses projets à Gabrielle Bompard, aussi jolie que fourbe et corrompue. La jeune femme,
prête à toutes les abominations, accepta son aide, la victime étant avide du sexe faible. Peu après, le premier et dernier rendez-vous amoureux eut lieu. Lorsqu'il arriva à l'appartement de la prostituée le soir fatidique, tout le nécessaire pour commettre le crime avait déjà été soigneusement préparé. Un lit double à l'ancienne jouxtait une alcôve recouverte d'un rideau, derrière laquelle le tueur se cachait. Hérault fixa au plafond un anneau par lequel il tira un câble muni d'un crochet. Gabriel accueillit la victime en robe de chambre ouverte et, comme pour plaisanter, passa une corde autour du cou de Gouffé, enflammé de passion. Aussitôt, son complice accrocha le nœud coulant avec un câble et étrangla la victime à main nue. Les complices enveloppèrent le corps sans vie dans une toile cirée, le lièrent avec une corde et le fourrèrent dans une valise. Mais le meurtre resta vain. Bien qu'Hérault ait récupéré les clés dans la poche de sa victime, il était toujours incapable d'ouvrir le coffre-fort. L'espoir d'améliorer sa situation au prix de la vie d'autrui s'évanouit. Pour cacher les traces du crime, il a envoyé un bagage inhabituel à Lyon. Il y est allé en voiture, a jeté le mort dans les buissons près de Millery et a jeté la valise en chemin plus tard. Le 16 décembre 1890, le couple criminel comparut devant le tribunal. Après 4 jours d'audience, la sentence fut prononcée, mort à Michel Hérault et 25 ans de travaux forcés à Gabriel Bompard. 10 semaines plus tard, la tête du meurtrier tombait dans le panier de la guillotine. L'identification brillante du mort de Millery, réalisée grâce au grand professionnalisme du professeur Lacassagne, révéla l'immense potentiel de la médecine non seulement pour identifier un cadavre, mais aussi pour déterminer les circonstances d'un meurtre. Ce fut l'heure du triomphe de la médecine légale. Mais son rôle en criminologie était encore loin d'être pleinement reconnu.